Pendant des mois, ce moment a pris forme en silence. L'Ukraine n'a pas précipité cette phase. Au contraire, elle a laissé le temps faire une partie du travail. Les positions russes ont été mises à l'épreuve à plusieurs reprises. De petites avancées ont rencontré une résistance immédiate. Des retraits ont suivi. Du matériel a été détruit, remplacé, puis détruit à nouveau. Les pertes se sont accumulées, non pas d'un seul coup, mais de manière suffisamment constante pour modifier l'équilibre du champ de bataille. Puis lorsque les conditions se sont alignées, l'Ukraine est passée à l'action. Lors d'une poussée coordonnée, déployée sur plusieurs sections du front, les forces ukrainiennes ont percé les dispositifs défensifs russes et creusé une brèche visible dans des positions qui avaient nécessité des mois de préparation. En l'espace de quelques jours, cette avancée s'est étendue sur environ 9,5 km à Tino-Antolia, l'intérieur d'un territoire auparavant occupé, un développement qui a contraint les unités russes à reconsidérer leur capacité à tenir la ligne. Ce n'était pas un geste symbolique, c'était structurel. À mesure que la pression augmentait, les formations russes ont commencé à se replier, abandonnant des positions dans lesquelles elles avaient investi un temps considérable et d'importantes ressources. L'Ukraine a repris des territoires qui avaient changé de main lentement et à un coût élevé plus tôt dans la campagne, inversant en quelques jours des semaines de progression russe graduelle. Le facteur temps a joué un rôle clé. Peu avant cette poussée, les forces russes ont perdu l'accès à des outils de communication satellitaire illicites, utilisés aussi bien pour la coordination de base que pour certaines opérations de drones à moyenne portée. Même si tous les systèmes n'ont pas été touchés, cette rupture a profondément modifié la manière dont les unités russes pouvaient communiquer lors d'engagements rapides, en particulier les petits groupes d'infiltration opérant en avant des lignes principales. L'Ukraine a réagi sans attendre. Des assauts ont été lancés sur plusieurs secteurs du front, longs d'environ 1100 km. Les unités russes d'infiltration, déjà limitées dans leur perception de la situation, se sont retrouvées isolées. Certaines se sont retirées. D'autres ont été contraintes d'abandonner des points d'appui exposés à mesure que les formations ukrainiennes progressaient. En l'espace d'environ une semaine, plus d'une douzaine de localités sont revenues sous contrôle ukrainien. Les mouvements les plus significatifs ont eu lieu dans le secteur de Zaporijjia. Là, une combinaison d'infanterie ukrainienne, d'unités de drones et de transports blindés a progressé sur une ligne de combat d'environ 30 km près de Ouliaïpol, les Soundie-Petelar. Forces russes, dans cette zone, ont commencé à se replier vers des obstacles naturels qu'elles avaient franchis des mois plus tôt, notamment la rivière Aïchaor, annulant de fait les gains obtenus lors des opérations estivales précédentes. Ce retournement a été déterminant. Pendant des semaines, les forces russes avaient tenté de progresser vers des localités clés afin de permettre des avancées supplémentaires vers l'ouest et le nord-ouest. Mais au début du mois de février, ces efforts ont nettement ralenti. Les commandants ukrainiens ont identifié ce changement et en ont tiré parti. Des frappes ciblées et des manœuvres terrestres coordonnées ont forcé les unités russes à quitter plusieurs villages, ouvrant des axes vers d'autres points défensifs. Les forces ukrainiennes ont avancé le long de couloirs fluviaux, reprenant localité après localité, tout en comprimant les positions russes contre un terrain qu'elles n'étaient plus en mesure de défendre efficacement. Dans certains cas, les unités ukrainiennes ont franchi des rivières au cours même de l'offensive, non pas comme un pari spectaculaire, mais comme une manœuvre calculée, rendue possible par l'affaiblissement progressif de la résistance. Chaque village repris a réduit la profondeur opérationnelle de la Russie et limité sa marge de manœuvre dans ce secteur. Ailleurs, les forces ukrainiennes ont exercé une pression constante sur des zones tenues par la 58e armée interarmes russe. Bien que le contrôle de certaines localités y demeure évolutif, les assauts russes ont été stoppés le long d'axes clés et des unités ont été repoussées hors de positions avancées qu'elles peinaient déjà à maintenir. Cette pause est importante. Chaque fois que les offensives s'arrêtent, des opportunités émergent et toute cette phase est née de la reconnaissance de l'une d'entre elles. À la mi-février, l'ampleur des mouvements ukrainiens est devenue plus évidente. Sur plusieurs secteurs, près de 201 km² ont été repris en moins d'une semaine, le changement territorial le plus important observé depuis plus de 2 ans. Pourtant,
Contrairement aux contre-offensives précédentes, cette action n'était pas conçue pour s'enfoncer profondément en territoire adverse. Son objectif était plus restreint et plus réfléchi. Deux facteurs principaux expliquent ce succès. Le premier concerne la perturbation des communications. Les tactiques d'infiltration russes reposent fortement sur une coordination permanente. Les petites unités ont besoin d'instructions, de mises à jour temporelles et d'indications sur l'arrivée de renforts. Lorsque ces liens s'affaiblissent, la tactique se fragmente en poches isolées, privées de direction claire. Le second facteur est l'adaptation. L'Ukraine a ajusté sa réponse à la guerre d'infiltration en déployant de petites méniaux, unités d'assaut bien informées et mobiles. Ces groupes ont progressé de manière méthodique dans les zones contestées, nettoyant les bâtiments, se regroupant, puis avançant vers des objectifs précis plutôt que de poursuivre des ambitions territoriales larges. Le résultat a été une réduction progressive et ordonnée des points d'appui russes qui n'avaient jamais réellement évolué en ligne défensive stable. Ce qui a suivi n'était pas le chaos, mais la stabilisation. Il ne s'agissait pas de poursuivre l'élan à n'importe quel prix. Il s'agissait de redonner de la lisibilité à un front brouillé par des zones grises et un contrôle fragmenté. En reprenant ces zones contestées et en resserrant la géométrie défensive, l'Ukraine s'est préparée à l'étape suivante. La planification russe repose sur une nouvelle fenêtre offensive plus tard dans l'année, dépendante du terrain, des conditions météorologiques et de points de regroupement logistique. Or, nombre de ces points figuraient parmi les zones récemment reprises. Cela modifie les calendriers. La Russie se trouve désormais face à un dilemme, détourner des réserves prévues pour de futures opérations afin de reprendre le terrain perdu, ou retarder ses plans plus larges en reconstruisant ses positions avancées. Dans les deux cas, les options se réduisent et la pression augmente. D'autres points de tension subsistent. Certains nœuds défensifs, véritables pivots logistiques des opérations russes, sont désormais exposés. Si l'Ukraine choisit d'agir contre eux, l'objectif serait probablement la perturbation plutôt que l'expansion. Et c'est là l'essentiel. Ce que nous observons n'est pas une course au titre. C'est une tentative calculée de remodeler les conditions dans lesquelles les futurs engagements se dérouleront, en réduisant l'incertitude, en renforçant les défenses et en imposant des décisions difficiles à l'adversaire. Alors que cette phase touche à sa fin, le regard se tourne vers l'avenir. Le champ de bataille entre dans une période où la préparation compte autant que l'élan. Les lignes sont réévaluées, les défenses consolidées et les hypothèses mises à l'épreuve. Ce qui vient ensuite ne surviendra peut-être pas brusquement, mais sa trajectoire est déjà en train de se dessiner. Les décisions prises aujourd'hui façonneront la manière dont les futurs engagements se dérouleront, comment les avancées ou les retraits seront gérés et à quel point l'équilibre restera durable dans les mois à venir. Car dans les conflits façonnés par l'endurance plutôt que par le spectacle, les moments les plus décisifs surviennent souvent discrètement. Lorsque la préparation rencontre l'opportunité et lorsque le territoire est repris non pour l'image mais pour la stabilité. Ces phases silencieuses sont souvent celles qui déterminent le cours de l'ensemble de l'opération. Les observateurs extérieurs peuvent ne rien remarquer sur le moment, mais chaque mouvement, chaque consolidation et chaque repositionnement contribuent à créer un avantage stratégique durable. Les forces qui agissent avec patience et méthode finissent par façonner la dynamique future et ce que l'on perçoit comme de simples ajustements peut se transformer en changements profonds sur le terrain. Les lignes de front se stabilisent progressivement, les points clés sont renforcés et les zones stratégiques deviennent des piliers autour desquels l'armée peut organiser ses prochaines opérations. Et si vous souhaitez rester en avance sur la façon dont ces évolutions s'articulent, pas seulement sur ce qui s'est produit, mais sur ce que cela signifie pour la suite, assurez-vous d'être abonné. L'histoire ne ralentit pas et les conséquences de ce que nous voyons se déployer non plus.